Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle Factory Sales and Market, cette fois-ci sur le sujet de LinkedIn. LinkedIn et génération de croissance, passer du mythe à la réalité. Donc c'est la troisième Factory de l'année, troisième sur quatre. Donc on est très content puisqu'il y a de plus en plus de participants. Donc c'est une bonne nouvelle et ça montre que les sujets de BizDev et de marketing, de génération de leads, c'est vraiment un sujet important pour les membres de Digital 113. Donc bienvenue à cette factory. Je vais laisser la parole à Camille et à Baptiste pour vous présenter le sujet du jour et notre intervenant Thibaut. Vas-y Camille, Oui, je te laisse. Ouais. allez, bonjour à tous. Du coup, comme disait Quentin, très content de vous retrouver pour cette troisième Factory cette année. Euh, Aujourd'hui, un sujet un peu plus précis. On va parler de LinkedIn. Pourquoi c'est important d'être sur LinkedIn? Pourquoi c'est important d'interagir et de publier sur LinkedIn? C'est un sujet qui nous porte forcément particulièrement à cœur parce que ça fait partie des réseaux sociaux qui sont les plus importants quand on doit communiquer au nom de son entreprise. En quoi c'est important, en quoi on doit faire attention un petit peu aux best practices, parce que bien évidemment, c'est un réseau social qui ne se pratique pas comme Instagram, comme TikTok, comme Facebook, comme les autres. Et c'est ça qui est beau justement dans les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont tous un petit peu leurs particularités, leurs algorithmes. Et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, on est hyper content de recevoir Thibaut Ducrot, du coup, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Thibaut, je suis plus responsable de la stratégie client chez Marcaï. Marcaï, c'était un logiciel d'IA pour la création de contenu qui permettait de refléter la ligne éditoriale des entreprises. Et durant presque 3 ans, j'ai mis en place l'acquisition client aussi bien côté sales que côté market avec mes collègues du marketing. Et un de nos principaux canaux d'acquisition était évidemment LinkedIn. Je vais vous exposer un petit peu les différentes étapes qu'on a eues. Il y en a eu trois. Pour vous donner un petit peu, il y a eu une étape micro où moi j'agissais seul au démarrage. Comment moi tout seul en tant que BizDev je pouvais euh, capter un petit peu une audience et après les prospecter de façon active. Comment on a pu le faire après en équipe. Et enfin, comment on a pu le faire au nom de la marque pour mettre en avant le branding de notre entreprise. Donc on a vraiment trois stats de la micro à la macro stratégique et qui sont primordiales. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu s'adapter à toutes les entreprises qui vont être présentes aujourd'hui et donc à tous les participants. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu dans l'ordre croissant avec à la fin des petits cadeaux. Alors, c'est des écosystèmes de contenu possibles, des messages de connexion possibles qui fonctionnent plutôt pas mal. Et je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, de partager ça parce qu'effectivement, c'est trop peu connu et c'est encore trop peu connu chez les commerciaux aussi, malheureusement. Voilà. Et Euh, effectivement, Baptiste et Camille sont avec moi et c'est un grand plaisir d'animer ce webinaire avec vous. Juste pour Plaisir compléter, partagé. Mm. juste pour compléter, bonjour à tous, moi je suis Baptiste Garneau, je suis le fondateur de l'agence Trigger et du coup je suis co-animateur avec Camille et Ahmed de cette factory. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté à la dernière qui était animée par Romain Rougier sur le sujet de la prospection multicanale où on avait beaucoup parlé de LinkedIn et l'idée aujourd'hui c'est aussi de faire le lien et vous allez le voir notamment dans les derniers exemples que va vous donner Thibaut. Il y a des liens très concrets avec ce qu'on avait vu lors de la dernière factory. Juste pour conclure, vous avez le chat à disposition pour interagir, si vous avez envie de donner votre avis, si vous avez envie de poser des questions. On ne vous promet pas forcément de poser toutes les questions en temps réel, mais promis, on ne les apprend pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on trouvera un moment pour faire réagir Thibault là-dessus. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah, du coup, je vous propose de se mettre dedans, de se lancer et de commencer déjà par qu'est-ce que c'est LinkedIn et quelques chiffres. Si j'arrive à... Voilà. Les chiffres clés de LinkedIn pour qu'on puisse avoir un aperçu de tout ça et pourquoi c'est important LinkedIn dans le business développement. Bah, c'est 830 millions pardon, de membres actifs dans le monde. En France, rien qu'en France, on est à 28 millions et 13,5 actifs mensuels uniques. C'est énorme et c'est pour vous dire à quel point il y a du monde de connectés. Alors, bien évidemment, ils ne vont pas tous se connecter tous les jours, mais ça n'empêche qu'il faut quand même pouvoir les adresser avec notre prospection, notre ciblage et notre création de contenu.
Il y a des choses importantes aussi à savoir en termes d'acheteurs. Il y a des choses qui ont énormément changé durant les 5-6 dernières années. C'est qu'aujourd'hui, les 75% des acheteurs en B2B utilisent les réseaux sociaux, les médias sociaux pour prendre des décisions d'achat. Pourquoi? Bah, déjà pour savoir ce qui existe, pour savoir qui sont, pour suivre un petit peu des leaders, des leaders d'opinion sur des sujets clés, qu'est-ce qui est dans l'air du temps, etc., etc. On a aussi 92% des décideurs B2B qui sont plus enclins à s'engager, donc comme je disais, avec les leaders d'opinion. Donc, à partir du moment où vous allez pouvoir prendre la parole, être connu, reconnu pour votre expertise, vous allez pouvoir justement euh, avoir plus de cibles possibles qui vont vous suivre et s'engager avec vous et penser à vous au bon moment. On y reviendra dessus par la suite. Et enfin, j'aimerais rajouter une chose qui est très liée au marketing, cette fois, c'est lié au branding exactement. Il faut savoir que, et ça c'est un chiffre de LinkedIn, c'est l'étude qui a été faite, dans l'intégralité, dans votre éventail de cibles possibles, il y a seulement 5% de vos cibles qui sont prêtes à l'achat à l'instant T. Alors oui, on dit souvent que dans le BizDev, il faut de la chance, mais la chance se provoque. Donc, en fait, effectivement, il faut prospecter, toucher ces 5%-là au moment où ils sont prêts à acheter, mais il faut aussi adresser les 95% autres. Et tout ça, on va le voir également de comment on peut les adresser parce qu'il faut être dans leur esprit au moment où ils passent à l'achat. Alors, les défis actuels par rapport au commerce que j'ai pu voir durant mes 3 années chez Marcaï, c'est qu'aujourd'hui, on a une aversion qui est croissante des prospects vers la prospection. Vous avez tous, je pense, reçu des messages de connexion mal ciblés, pas centrés sur vous, mais centrés sur la personne qui vend, sur son activité à elle et pas sur vos problèmes. Et ça, aujourd'hui, les gens sont gonflés de ça, ils n'en peuvent plus. Principalement, c'est chez ceux qui ne sont pas commerciaux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils veulent qu'on pense à eux, ne pensez pas à vous. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir adresser ensuite dans le déroulé. Enfin, le rôle du commercial, il a beaucoup évolué. On ne doit plus vendre, il faut faire acheter. Et faire acheter, c'est résoudre les problèmes, les problématiques de nos cibles, les accompagner dans la réflexion, les conseiller. Et en fait, c'est pas un chemin qui est linéaire, c'est quelque chose qui est très sinueux, on va dire ça comme ça. Et du coup, effectivement, il faut pouvoir capter la demande au bon moment. Troisième chose, le B2B, il ne faut pas être ennuyeux. Il est perçu comme ennuyeux de manière générale parce que on a voulu avoir une image très sérieuse en permanence, montrer que l'institution dans laquelle on travaille, elle est carrée, elle est professionnelle. Et ce sont souvent des mots qui reviennent. Comment vous êtes? Ben, on est carré, on est pro, on est sérieux. Oui, mais ce n'est pas que ça. On a derrière, nos cibles, ce ne sont pas que des directeurs commerciaux ou des directeurs d'achat ou quoi que ce soit. Ce sont aussi et surtout des humains qui ont des émotions et avec lesquels il faut interagir. Donc il faut toucher par l'émotion. Et on ne touche pas par l'émotion en étant ennuyeux dans sa communication, dans sa prise de parole, ni dans sa prospection. Donc il faut pouvoir être différent pour pouvoir les toucher. Enfin, un autre défi qui est problématique, c'est un désalignement entre le commerce et le marketing. Alors c'est quoi un désalignement? C'est une équipe commerciale et une équipe marketing qui ne travaillent pas ensemble, qui travaillent chacun de leur côté sur leur sujet, le marketing déroule son plan marketing, les commerciaux déroulent leur prospection, mais il n'y a rien qui va ensemble. Et quand vous avez vos prospects qui sont au contact de ce qu'a fait le marketing et au contact de la prospection commerciale, bah, ils ont des messages différents, avec une tonalité différente parfois, et pire, des fois sur des sujets différents, alors qu'en fait, ce n'est pas c'est pas la même problématique qui est gérée. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui de lier les deux, lier le commerce et le marketing, qu'on travaille main dans la main. Alors, il y a plein de choses à faire, ça fera l'objet, je pense, d'un autre sujet chez Digital 113, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Il faut pouvoir travailler ensemble pour pouvoir performer sur les cibles qui sont les nôtres. Et tout simplement parce qu'en tant que commercial, on a besoin du marketing pour nous accompagner et le marketing a besoin de nous pour accompagner les clients après sur le terrain et les conseiller. Voilà. Si vous voulez intervenir, Baptiste, Camille, je suis tout ouvert, hein, n'hésitez pas. Ouais, jusque-là, on te suit. Alors, Complètement, et complètement d'accord. vous parlez tout à l'heure d'une stratégie en 3 niveaux.
Micro, action personnelle du commercial, qu'est-ce qu'il peut faire? Intermédiaire, action d'équipe. Alors, ça peut être une équipe commerciale, comme ça peut être une équipe, je vous parlais de marketing et commerce. Et enfin, une vision macro, collective, stratégique au niveau de la marque et de l'entreprise. Donc, on va commencer par la micro. On va commencer par la base de la base. Sur LinkedIn, donc on est sur un réseau social avec des personnes, c'est vous que vous mettez en avant. Euh, et du coup, c'est votre page personnelle qui est importante, votre profil LinkedIn. Votre profil LinkedIn, c'est votre page de vente, tout simplement. C'est ce qui permet aux gens de vous connaître et enfin, il faut leur donner envie de travailler avec vous. Et donc, une photo pro avec un titre accrocheur. Alors, une photo pro, c'est pas forcément faire la tête et être sérieux, comme je disais. Ça peut être une photo déjà un petit peu souriante, mais pas trop. Donc, il faut être agréable. Un titre accrocheur par rapport à votre intitulé, ça peut être le métier que vous faites effectivement. Ça peut être le problème que vous résolvez. Ça peut être pas mal de choses. Une bannière à l'image de l'entreprise. Ça, c'est important pour identifier l'organisation à laquelle vous appartenez, pour qu'effectivement derrière, ils puissent aller aussi, eux, sur la page entreprise, si jamais ils ont des besoins complémentaires en termes de connaissances sur l'entreprise et sur le problème résolu par l'entreprise. Il faut donc une description détaillée sur vous, vous savez, dans la partie info, sur qui vous êtes, pourquoi vous le faites. Euh, je reviens sur le problème que vous résolvez, parce qu'au final, on est là pour ça. Les mots-clés pertinents, parce qu'il y a des recherches qui est faites. Vous pouvez rechercher des profils, vous pouvez, pas, sans taper le nom, en fait, on peut rechercher des profils en tapant des mots-clés directement, comme dans Google, c'est un moteur de recherche qui est sur LinkedIn. Et donc, il faut mettre les mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre industrie, à votre secteur. Bien évidemment, des liens vers les sites web et les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc, on va faire une redirection automatique parce que si vous avez bien fait votre parcours, les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, on peut aller directement sur la page entreprise. On peut également désormais mettre des liens dans votre profil sur une prise de rendez-vous ou sur un site internet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir amener, de laisser la liberté aux prospects de naviguer et d'aller rejoindre directement l'écosystème de l'entreprise. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire par rapport au profil LinkedIn. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Baptiste Ouais, et... moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que en général, ton profil LinkedIn, il est visité une fois par chaque nouveau contact. Et en général, il n'est pas visité une deuxième fois. Donc, la première impression est ultra importante. Ce qu'on peut dire en plus, c'est que LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, ne renvoie pas volontiers du trafic vers ton site dans les posts. Et en fait, LinkedIn veut que les internautes restent sur cette plateforme pour générer du temps d'attention et monétiser avec des contenus publicitaires. Donc, cette logique-là, elle fait que quand je publie un post LinkedIn avec un lien, en général, mon audience, elle sera moins bonne. C'est l'algo qui veut ça et malheureusement, on en pense ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Donc, du coup, raison de plus pour vraiment avoir un profil ultra attractif, qui donne plein d'infos, sur ce qu'on fait. Parce que derrière, ça peut générer du clic depuis le profil, mais ça peut aussi générer des recherches spontanées sur Google de la personne, qu'on ne pourra pas forcément imputer à LinkedIn, mais qui génèrent quand même de la demande, à la fin. Et j'irai plus loin, c'est vous, quand vous consommez LinkedIn et que vous allez sur la page de quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez y trouver en fait? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et ben, en fait, il faut vous l'appliquer à vous-même. Ensuite, toujours en restant dans la micro, être vu comme un expert de confiance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ça, il faut partager de façon régulière du contenu pertinent et de qualité sur votre industrie, sur vos clients, sur les sujets que vous traitez, les problèmes que vous résolvez. Euh, alors, bien évidemment, on peut faire une vision très large de l'industrie, on peut aller faire un focus sur un problème particulier. Il y a différentes façons de faire. Il faut, je vous disais tout à l'heure, penser au fait qu'il y a des humains derrière les décideurs et qu'en fait, les humains, aujourd'hui, ce qu'ils aiment, c'est effectivement, on retient mieux en fait les histoires. Donc, moi, ce que je vous propose pour pouvoir changer, c'est raconter une histoire. Alors, perso, on ne parle pas de bullshit, hein, on ne parle pas de tout ce qui traîne et de ce qui n'est pas terrible sur LinkedIn. On parle vraiment d'expériences que vous avez connues personnellement avec tel client, avec telle problématique que vous avez rencontrée, comment vous l'avez résolue. Ça peut être, l'idée, c'est de raconter quelque chose pour que la cible, les prospects s'en souviennent. Et en fait, ça crée du lien. Ça va vous permettre d'humaniser en fait le contenu que vous créez. Bien évidemment, en parallèle de ça, et l'algo
incite à cela également, je vous invite à engager les discussions sur votre secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez engager sur des postes existants. Alors, faut pas ramener sa science à chaque fois, parce que ça fait un petit peu lourd, ça peut être lourdingue, mais ça peut être rebondir sur les discussions de son secteur, poser des questions, parfois effectivement amener un complément, mais il ne faut pas que ce soit trop redondant, mais ça reste important. L'idée, c'est que vous puissiez être vu dans votre écosystème par les prospects, par les prospects d'entreprises pas forcément concurrentes, mais qui sont dans le même secteur d'activité, pour que vous puissiez avoir justement engrangé de la visite comme ça. Et engager une discussion, enfin, sous les discussions, sous les posts, ça peut vous permettre également de vous donner des idées de contenu complémentaires. Parce que, je ne sais pas, je vais vous dire un exemple. Vous pouvez avoir un collègue d'une entreprise X qui va aborder un sujet. Vous complétez dans les commentaires ce sujet-là. Et là, vous dites, ah, ça pourrait être quand même pas mal que ce commentaire-là, je puisse le convertir en post. Donc, effectivement, engager sous les contenus des autres vous permet de vous donner des idées complémentaires. En tout cas, moi, ça m'a permis de le faire beaucoup. LinkedIn Sales Navigator. Alors, ça, il faut en parler. LinkedIn Sales Navigator, c'est l'intégralité des profils existants et c'est un outil qui vous permet de filtrer dans tous les utilisateurs de LinkedIn. Vous pouvez filtrer sur la région, vous pouvez filtrer sur l'industrie, sur le métier, sur le niveau hiérarchique. Il y a pas mal de filtres différents et ça va vous permettre derrière, à partir de là, de vous connecter aux personnes qui peuvent être intéressantes pour vous au niveau professionnel, mais aussi au niveau du commerce. Et derrière, une fois que vous êtes sur ces gens-là, on va engager sous leur discussion à eux, on va pouvoir les prospecter directement en message LinkedIn. On reviendra sur la prospection en message LinkedIn après, mais l'idée, c'est de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est la personnalisation aujourd'hui. Comme je vous disais en préambule, un des défis, c'est les gens les prospects en ont marre de ne pas être ciblés correctement et d'avoir des messages qui n'ont rien à voir avec eux. Et pour ça, après, pour la prospection, vous avez la possibilité d'utiliser des outils. Alors, je vous en ai mis deux, qui sont deux outils français, Wallaxy et la Growth Machine. J'imagine que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, mais ça vous permet effectivement d'avoir de la prospection. Et on en revient au webinaire de la dernière fois sur la prospection multicanal. Sur Wallaxy et la Growth Machine, vous pouvez faire de la prospection par mail sur X Twitter et sur LinkedIn. Voilà. Donc à vous de voir et de jouer un petit peu avec ces éléments-là pour pouvoir créer votre réseau également. Parce que le réseau, on peut le créer par son contenu, mais on peut le créer aussi par la prospection directement. Moi, j'ai une question pour toi, Thibaut, à ce stade. On pense souvent outils techniques. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, des personnes ont du mal à se lancer sur LinkedIn, plutôt par frein psychologique, par frein culturel, de se Oui. dire, mais j'ai rien à raconter, je suis pas comme tous ces baratineurs. Ouais. Euh, Moi, et puis le deuxième frein d'autorité, c'est mais moi, ça fait 15 ans que je vends très bien, j'ai pas attendu LinkedIn, pourquoi je devrais m'y mettre? Bon, on a souvent ces deux freins-là quand on parle à des sales éprouvés qui ont une belle carrière derrière eux. Et donc, cette question-là, elle est importante, c'est comment tu fais pour te dire, OK, je ne vais pas devenir une star de LinkedIn, ce n'est pas mon but, je ne vais pas devenir un créateur de contenu et publier toutes les demi-journées. Comment Mhm. je fais pour mettre le curseur sur quand même prendre la parole, sortir un peu de ma tanière, exister sans forcément mettre la barre trop haut? Alors, comme je disais, le plus simple, c'est d'aller dans les commentaires sur son secteur. On commence par là. Déjà, ça va nous commencer à nous donner le pied à l'étrier, à nous donner des idées et à commencer à intervenir dans le réseau et à être vu. Ça, c'est une première chose. C'est le niveau 1 pour moi, à mes yeux. Et il y a des gens qui ont très bien réussi sans créer de contenu complémentaire. Mais on parle vraiment de niveau 1. Le niveau 2, créer du contenu complémentaire. Alors, il ne faut pas se forcer à le faire, déjà, c'est la première chose. Euh, il faut, il faut le réfléchir. Est-ce qu'effectivement, vous voulez être vu comme une star ou est-ce que vous voulez être vu comme un expert? Ce n'est pas la même chose. Vous ne parlez pas aux mêmes personnes de la même façon, vous n'abordez pas les mêmes sujets. Et pour ça, pour les sujets, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure,
raconter en fait votre vécu sur votre secteur. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire parce qu'on part. En plus, ça va humaniser, il y a de la vérité à l'intérieur et les gens du secteur vont bien. Ceux qui sont dans votre industrie savent ce qui est vrai ou pas de toute façon. Donc, si vous racontez des anecdotes, ça va forcément leur parler à eux parce qu'ils l'auront déjà rencontré. Donc, moi, je partirais sur du vécu de façon simple avec un seul objectif sur chaque poste. Ça peut être, par exemple, juste. Si on reprend un cas client, par exemple, raconter comment on a résolu, comment on a résolu la problématique du client X, quel était son problème, quel a été l'accompagnement que vous avez pu mettre en place et quel a été les résultats après. Donc quelque chose de très simple à dérouler en rajoutant un petit peu de storytelling autour. Si on a du mal à écrire, moi je vous conseille d'utiliser des outils. Pour ça, aujourd'hui avec l'IA, c'est super facile. Par contre, il y a des IA, on va prendre ChatGPT qui est le principal, c'est bien, sauf que ça se voit que c'est du ChatGPT derrière. Donc, il faut soit le réécrire, parce que du coup, vous avez une bonne base, soit utiliser d'autres types d'outils. J'en connais deux, il y a Magic Post, qui vous permet de créer des contenus qui sont déjà pré-entraînés, et il y en a un autre, Marcaï, là où je travaillais auparavant, qui est pareil, pré-entraîné sur des types de rédaction pour LinkedIn. Parce que oui, LinkedIn, il y a une façon d'écrire, il y a une façon de capter l'attention. Ce qui va être important, ça va être effectivement déjà le visuel, mais aussi surtout ce qu'on appelle le hook, c'est j'ai plus le terme en français, Baptiste. L'accroche, ouais, L'accroche, merci. L'accroche. Et effectivement, ça se travaille. Alors, soit vous pouvez le faire à la main parce que vous avez envie de le faire vous-même, que ça sorte de votre tête et vous vous entraînez dessus. Ou alors, vous êtes un peu comme moi. Moi, comme je vous dis, je suis BizDev à la base. J'ai des idées, mais je ne suis pas Victor Hugo, quoi. Donc, moi, je la donne à mon modèle d'IA qui est déjà entraîné. Je dis, je veux raconter ça et il me l'écrit dans le bon sens. On va dire que le bon dosage, c'est 80% écrit par l'outil, 20% repris par vous pour apporter l'authenticité du contenu. Parce que parfois, il y a des choses qui vont être un peu sortir qui vont être trop écrites en fait. Voilà. C'est un équilibre à trouver. Je te rejoins complètement, Thibaut, sur ce que tu disais au début de cette slide, le bullshit content. Et en tant que marketeuse, il y a aussi, j'entends complètement les freins psychologiques et voir aussi s'il y a des personnes dans votre entreprise, plus aspect market, qui vont travailler sur du contenu que vous pouvez repartager aussi sur votre LinkedIn. C'est-à-dire pas forcément prendre l'article, copier-coller et puis hop, voilà. Non, c'est vraiment se le réapproprier. Et là, vous avez de la matière justement pour être vu comme un expert de confiance. Mais ce qui est important, et moi je te rejoins complètement, Thibaut, c'est d'avoir vraiment cette part de sincérité en fait dans LinkedIn. Parce que LinkedIn, comme dans tous les réseaux sociaux, on peut avoir beaucoup comme tu disais, de bullshit posts. C'est pas ce qui nous intéresse. Alors qu'en face de vous, si vous proposez du contenu, effectivement, avec du retour d'expérience, du voilà ce qu'on a traité avec ce client, sans forcément citer le client si c'est pas possible, mais voilà, on avait cette problématique, voilà comment on les a accompagnés, voilà quel est le résultat derrière. C'est forcément des informations qui vont intéresser les personnes qui sont dans votre réseau. Mais on peut aussi parler de soi, on peut se présenter, parce que se présenter, c'est enfin, c'est rassurer les personnes qui vous suivent, ils vont vous connaître un petit peu plus et ça va créer du lien. Et alors quand on se présente, on en revient, on n'est pas sur du bullshit, hein, c'est vraiment, on peut expliquer son parcours, comment on en est arrivé là, etc. L'idée, c'est un équilibre, je dirais un 80-20. Moi, on va garder quelque chose de très simple, 80-20. 80 de pros liés à l'activité, etc., et 20 de perso, pour pouvoir créer ce lien plus humain. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ces sujets-là, n'hésitez pas à les poser. On reviendra dessus vers la fin. Alors, niveau micro, toujours, au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a parlé de création de contenu. Maintenant, on va parler prospection et messagerie. C'est bête à dire. En tant que commercial ou en tant que directeur commercial, on a la pression du chiffre en permanence. Les marketeurs connaissent aussi ça très bien. Ils sont mis sous pression pour avoir des ROI avec de la transformation rapide. C'est pour ça qu'il y avait l'inbound marketing avec les lead gen. Mais il y a des choses qui sont en train de changer. On est en train de changer parce que, comme je vous disais en intro, les prospects changent. Ils n'achètent plus de la même façon.
ils sont habitués à la prospection, ils sont habitués aux formulaires de contact, etc. Ils ne veulent plus être abordés comme ça, ils veulent choisir et être autonomes. Donc il faut se détacher de la performance court-termiste, mais ne pas la négliger. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas, comme on a fait pendant, allez, pendant 10 ans jusqu'à il y a 2-3 ans, euh, bonjour, machin, voici ce que je fais et voici ce que fait mon entreprise. Comme ça, à la volée, à froid. Faut pas le faire. Faut plus le faire. On peut faire ça avec ceux qui ont déjà interagi sous nos posts. Bah, c'est un peu comme le cold call. Le cold call, aujourd'hui, c'est très compliqué. Vaut mieux faire du warm call, appeler sur des comptes qui ont déjà été en contact avec l'entreprise ou qui ont interagi. C'est plus facile pour vous. Vous êtes déjà connu. Et ben là, c'est pareil en messagerie et en mail, par messagerie LinkedIn ou par mail. Il faut vraiment essayer de pouvoir, comment dire ça, pouvoir à la fois créer du lien rapide avec ceux qui sont déjà en interaction avec vous et en même temps créer du lien durable, de la relation durable avec ceux qui n'ont pas encore réagi. Donc, on peut prospecter, mais l'idée, c'est de créer un échange, s'intéresser à eux réellement. Donc, moi, je vous ai mis Human Linker qui est un outil français d'IA qui vous permet d'en connaître plus sur vos cibles au niveau psychologique, au niveau parcours, etc. Il vous donne même des suggestions de messages de connexion personnalisés. Alors pareil, ces messages de connexion personnalisés, et prenez la base et retravaillez-les un petit peu parce que la formulation euh, est souvent déjà vue. Donc, mais ça vous sert de base. Après, honnête et transparent dans l'approche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous n'avez pas envie de vous intéresser à eux, vous voulez vendre. Et dans ce cas-là, vous dites, bah voilà, bonjour, je m'appelle Thibaut. Vous ne parlez pas de vous, hein, vous parlez des problèmes, hein. Bonjour, je m'appelle Thibaut. J'ai résolu tel problème pour tel client, il a eu tel résultat. Est-ce que ça vous intéresse? C'est honnête, c'est transparent, vous aurez un oui ou un non, ou pas de réponse. Ou alors, privilégier la qualité des interactions à la quantité. Donc, on ne va pas faire une liste sur Sales Navigator avec 10 000 noms. Non, on va faire une liste beaucoup plus restreinte sur un segment particulier, sur une industrie particulière, sur un poste particulier. Et là, on va essayer d'aller peut-être même les interviewer, leur poser des questions sur leur travail, échanger des contenus, comme disait tout à l'heure Camille, des contenus qui ont été créés par le marketing, peut-être que ça pourrait les intéresser, leur pousser, en tout cas, enfin, je veux dire, les nourrir pour leur permettre de faire leur chemin dans leur tête sur les problématiques qu'ils ont en interne et comment les résoudre et comment vous pouvez les résoudre. Mais ça peut être de façon beaucoup plus informelle, euh, proposer une connexion pour s'entraider. Ça peut être proposer une connexion pour en savoir plus sur son parcours, sur un truc particulier et comment il l'a résolu en interne, pour peut-être vous apporter, vous, une solution complémentaire à votre solution existante. L'idée, c'est un réseau social, donc il faut créer du lien, c'est un humain qui est derrière, j'y reviens, c'est toujours important, mais créer ce lien dans la durable, dans le temps. Comment tu gères le premier message quand tu vas ajouter en contact une personne avec une idée derrière la tête qui est de prospecter cette personne? Oui. Comment tu t'y prends? Est-ce que tu l'ajoutes et puis tu lui envoies un message immédiatement? Est-ce que tu interagis avec ses posts, ses contenus? Enfin voilà, est-ce que tu as une façon de faire? Bah, en fait, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs écoles et j'en ai testé plusieurs. Euh, on voit partout les stats en ce moment sur l'acceptation des relations quand on envoie une connexion. Il y a eu pendant longtemps, ça disait le taux de transfo d'un envoi de demande de connexion est plus important s'il n'y a pas de message. OK, mais c'est pas comme ça qu'on crée une relation. Donc, c'est OK, vous allez avoir une connexion supplémentaire, mais vous n'aurez jamais d'interaction avec cette personne-là. Si vous envoyez un message de connexion au moment de la demande, vous allez contextualiser le pourquoi. Et donc, ça va créer une discussion. Et c'est ce qu'on cherche, en fait. Aujourd'hui, je reviens, le commercial, il ne doit plus vendre, il doit faire acheter. Donc, il faut engager la discussion. C'est mon avis aujourd'hui. Il y en a de plus en plus de commerciaux expérimentés qui le partagent. Et c'est surtout partagé parce qu'on a des retours de prospects qui nous le disent. Ils nous le disent directement. Ou alors, comme je disais, un petit message ciblé
très clair, sur un segment bien particulier, totalement transparent. Bonjour, bonjour persona. Euh, j'ai résolu telle problématique avec tel client, voici le résultat. Est-ce que ça vous intéresse? Honnête, transparence, directe, si vous ne voulez pas créer de lien. Mais c'est dommage de ne pas créer de lien. Je vous rappelle le 5% qui sont prêts à acheter maintenant et les 95% qui ne sont pas encore prêts. Il faut pouvoir jouer sur les deux tableaux. C'est important. Ouais, ça, ce que tu viens de citer, c'est un point super important. J'avais l'intention justement d'en reparler. Je vous partage dans le chat l'image qui fait référence à ce que vient de dire Thibaut. C'est vraiment un point clé. Ça doit être le pivot vraiment de votre réflexion sur comment on investit LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse part de votre potentielle clientèle qui n'est pas prête à acheter. Et du coup, c'est bon, sans épiloguer là-dessus, parce qu'on pourrait faire 1 heure sur ce sujet, mais il faut vraiment garder en tête le fait que vos messages ne doivent pas être tous sales-oriented uniquement. On doit être là vraiment pour parler de la valeur, pour faire du storytelling. Et on pourra me répondre si vous avez vraiment des profils sales, on pourra me répondre, OK, mais ça, c'est pas notre job, c'est le job des responsables marketing. C'est Moi, faux. mon avis, c'est que si vous allez sur LinkedIn, vous êtes sur un réseau social qui connecte des êtres humains entre eux, et donc il faut jouer le jeu. Voilà. D'une manière ou d'une autre, il faut jouer le jeu, de ne pas être uniquement sur des messages bas de tunnel de conversion, orientés off promo, etc. Il faut élargir un peu. J'aime à dire qu'aujourd'hui, les commerciaux doivent devenir des ambassadeurs de la marque ou de l'entreprise. Donc, ce n'est plus enfin, on n'est plus seulement closer maintenant. Je vous l'ai dit, les gens ne veulent plus qu'on leur vende des choses, ils veulent acheter par eux-mêmes. Et pour ça, il faut que notre posture de commercial, de sales, elle change, elle évolue. Alors oui, vous allez me dire, ça a marché comme ça pendant 40 ans, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Bah si, ça change parce que les gens changent en fait. Et que les générations qui arrivent sont encore plus changeantes que les anciennes. Donc il faut pouvoir s'adapter. Et de toute façon, un commercial, c'est quoi si ce n'est pas quelqu'un qui s'adapte à son interlocuteur? C'est mon avis. Prenez, il est toujours en tête ce tunnel de 95-5. OK, il faut conclure sur les 5 maintenant, mais il y en a 95 qui ne sont pas prêts, mais ils doivent savoir que c'est à vous qu'ils doivent s'adresser le jour où ils ont ce besoin-là. L'étape d'après, c'est quoi? C'est le niveau intermédiaire. Alors, niveau intermédiaire, ça va commencer pour moi par un programme d'employé advocacy. Alors, l'employé advocacy, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de parole par les employés, par une équipe. Alors, ça peut être des commerciaux, mais ça peut être des commerciaux plus des marketeurs, mais ça peut être aussi des commerciaux plus des marketeurs plus des RH, etc., etc., etc. Alors, ça veut dire quoi? Je reviens encore sur ce 95, extrêmement important. 95% des décideurs ne sont pas prêts à acheter. Il faut être top of mind, être en tête au bon moment. C'est important dans l'employé advocacy parce que l'employé advocacy, c'est il y a eu un moment, il y a un nom qui a été donné à l'employé advocacy, on appelait ça la méthode Avenger, un peu comme les super-héros, où ils ont chacun leur pouvoir, et en fait, ils vont gagner ensemble. Bah, c'est un peu ça, l'employé advocacy, c'est qu'on va gagner ensemble. Alors peut-être que c'est pas moi qui vais le closer, ce sera peut-être Baptiste, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il aura interagi avec moi, mais c'est Baptiste qui va réussir à le closer. Il faut penser collectif, même si on fait un travail individuel en tant que commercial. Et ça, c'est important. Je vous disais tout à l'heure que les décideurs B2B se renseignent beaucoup sur les achats qu'ils veulent faire. Ils ont déjà quasiment en tête, pour 84% d'entre eux, des recommandations ou déjà un nom en tête avant de lancer le process. Il faut que ce soit vous qui soit ce nom en tête et pas quelqu'un d'autre. Les employés ont en moyenne 10 fois plus de connexions que les pages entreprises. Je reviens là-dessus. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Alors oui, mais ce n'est pas un réseau social d'entreprise. Ce n'est pas un annuaire d'entreprise. On peut y mettre sa page entreprise, mais c'est vous qui êtes important. C'est vous qui créez les connexions, qui créez le lien avec l'écosystème de votre entreprise. Ça veut dire comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans les faits, en termes de pertinence et d'impact dans la création de postes, vous avez 900% de plus d'impact que les postes créés par votre entreprise sur la page d'entreprise. 900% sur une personne. Imaginez que si vous y allez à 5, ce que ça peut donner. À 10. Je ne sais pas combien vous êtes dans l'entreprise, mais même déjà à 2 ou 3, c'est toujours mieux que de poster un super. On a fait ça cette année chez X entreprise, sur la page entreprise. Non, créer du contenu
Créez du lien, c'est ça le plus important, mais faites-le ensemble. Tout à l'heure, je suis revenu dessus, là, justement, j'ai remis les logiciels d'IA parce que tout le monde ne sait pas créer du contenu, tout le monde n'a pas vocation à ça, tout le monde n'aime pas ça. Et donc, il y a des outils, je vous les ai remis, c'est Magic Post et Markai pour ça. L'avantage de ces outils-là, c'est qu'effectivement, vous pouvez les utiliser vous-même, ils sont très faciles à utiliser, mais ça peut être aussi le marketing qui crée des contenus et qui vous les donne à vous et vous les mettez sur votre profil. C'est aussi une possibilité. Après, attention, le marketing n'a pas vocation à être votre fonction support, hein, ce n'est pas vos dactylos. Mais ils ont peut-être parfois l'œil plus averti. Mais rien ne vous empêche de créer votre contenu et de leur soumettre, pas pour approbation, mais est-ce que c'est bien écrit? Ça marche aussi. Camille, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Absolument pas, si ce n'est que je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas donné à tout le monde, effectivement, de créer du contenu. C'est des choses qui se travaillent. Il y a un angle à prendre, comme tu le disais sur la slide précédente, il faut un objectif aussi sur son post LinkedIn. Donc, toutes ces choses-là sont à réfléchir et je te rejoins à 1000%. Effectivement, ça fait des années qu'on le dit que l'impact est bien plus important quand c'est une personne qui publie plutôt qu'une page entreprise. Donc voilà, et encore plus d'accord avec toi sur le fait que les commerciaux aujourd'hui, c'est la vitrine de l'entreprise en fait. Nous, on market quelque part, on crée du contenu, on assure notre présence en ligne, on organise des événements, etc., etc. Mais à côté de ça, le prospect, le lead avec qui il va être en contact au premier rapport, ça va être un commercial. Donc c'est vrai que il représente complètement l'image de l'entreprise. Donc si on a quelqu'un effectivement qui est actif sur les réseaux, qu'on retrouve à telle conférence, etc. On parlait tout à l'heure de la mêlée numérique qui est en ce moment. Voilà, si on retrouve ce nom un petit peu partout, bah, ça revient au premier point de ta slide là, être top of mind. Donc Oui. je suis complètement, je te rejoins complètement dans tout ce que tu dis. Et si on parle de multicanal, des gens qui vous voient sur LinkedIn, quand ils vous croisent en vrai après, Ouais. il y a un lien qui est différent. Je vous le dis, il y a un lien qui est différent. J'ai pu l'expérimenter moi en allant sur des Mm. salons. Il y a des gens qui me reconnaissent parce que j'ai bien ciblé les personnes, enfin j'ai bien ciblé dans mon audience, moi dans mon réseau, j'ai ciblé des personnes que je vais revoir après sur le terrain. Et ça, c'est important. Ouais. Là-dessus, moi aussi, j'ai des exemples nombreux de gens qui me disent, tiens, ton dernier post où tu parlais de ça, il était top, et des gens qui n'ont pas liké, qui n'ont pas commenté. Et Ouais. donc ça, c'est important à garder en tête aussi. Vraiment, soyez pas déprimés si vous avez peu de likes, peu de commentaires, parce qu'il y a un nombre d'audiences, et si cette audience, elle est qualifiée, en fait, c'est déjà super intéressant. Si on est vraiment dans une logique héroïste, bah, entre le temps que vous y investissez, le fait que ce soit gratuit, parce que là, on ne parle pas de publicité, et le nombre de personnes que vous allez toucher, même si c'est 1000, 1500 impressions, mais qu'elles sont quali. Voilà, moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui me disent, tiens, ce post, il était vachement intéressant, il faut qu'on en discute. Si c'est peu de gens, mais que c'est très quali et que ça crée des rendez-vous, c'est top. Mais même 500 vues ou 400 vues. C'est ce que j'aime dire ça souvent. Imaginez que vous avez une boutique dans la rue avec une vitrine et qu'il y a 400 personnes qui sont passées devant dans la journée. C'est énorme. Surtout si c'est qualifié que c'est votre cible. Faut pas lâcher ça. Pour vous donner un ordre d'idée en termes d'impact, dans les faits, nous, ce qu'on avait fait avec ma collègue Camille, chez Marcaillier, on était deux à faire donc vous voyez, on était une équipe réduite pour l'employé de ici. Mais quand il y avait un poste qui était mis sur la page entreprise de marque, on avait des portées de l'ordre de 150, 200 vues. Pourquoi? Parce que les gens ne réagissent pas avec les posts d'entreprise et aussi parce que l'algo LinkedIn n'aime pas ça. L'algo, il pousse les posts des employés et des salariés. Donc 150 vues sur un post d'entreprise. Moi, j'étais en moyenne entre 1000 et 5000 vues sur chaque post. Ma collègue Camille, qui avait une communauté très engagée, elle était au minimum à 20 000 vues par post. Minimum. À la fin de l'année, on a fait le décompte. En postant 3 fois, 4 fois par semaine, j'étais à 350 000 vues par an sur l'année. Ma collègue, elle était à 1,2 million. La page entreprise, on avait compris à un moment donné qu'il ne fallait plus créer de contenu dessus. Parce que ça nous faisait perdre du temps, que ce n'était pas héroïste du tout. On en mettait de temps en temps pour annoncer les nouvelles features, etc. Mais toujours, on recréait un contenu similaire sur nos posts perso pour pouvoir repousser la même information. Donc voilà, ça concrètement, c'est ça la force de l'employé advocacy. C'est une portée beaucoup plus importante, un engagement beaucoup plus important.
Là, je vous ai parlé des vues. Alors, il y a un lien au niveau de l'algo entre les vues et l'engagement, évidemment. Le like, on dit que c'est pas grave, mais ça reste quand même important. Le commentaire est aussi important. Euh, Moi, je devais osciller entre 15 et 40 likes et commentaires par post. Ma collègue, elle était autour des 100, 200. Voilà. Donc, parce que quand il y a un engagement qui est fait sur votre post, il y a une portée plus importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller sur des pods. Alors, on va faire un aparté rapide sur des pods. Les pods, c'est quoi? C'est des outils qui réunissent des gens dans un pool de personnes. Et en fait, quand vous postez, ces gens-là viennent liker automatiquement. Ça se fait automatiquement. Euh, euh, Ça n'a pas d'intérêt parce que aujourd'hui l'algo le voit. De deux, ce sont des posts, des likes qui ne sont pas pertinents, avec des commentaires qui ne sont pas pertinents. Et du coup, ces gens-là qui sont dans les pods n'ont pas forcément toujours la même audience que vous. Et donc, quand eux cliquent, leur audience à eux va la voir et elle n'a rien à voir avec vous. Donc, en fait, vous allez faire chuter votre taux de transfo sur des cibles qui sont intéressantes pour vous, en fait. Donc, moi, je vous conseille d'éviter les pods. C'est pas intéressant. Ça, c'est un truc d'influenceur. Et encore. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, Camille et Baptiste, mais perso, c'est pas terrible. Vaut mieux, à la limite, à côté de ça, un groupe WhatsApp avec des collègues, avec des gens de votre secteur avec qui vous vous soutenez, euh, mais pas beaucoup, pas énorme, hein, peut-être une dizaine, pour pouvoir interagir entre vous et apporter de la valeur complémentaire à chaque fois que d'avoir des likes qui servent à rien. Ça n'a aucun intérêt. Mm. Ouais, ce que je voulais ajouter, moi, sur le côté équipe, qu'on soit directeur commercial avec une équipe à manager ou même sur un niveau plus horizontal avec ses collègues, c'est le côté ludique, le côté petite compétition saine entre nous. Tiens, on a tel sujet là cette semaine, on a tel salon, on se met d'accord sur une petite séquence avec deux, trois posts. Toi, tu le fais à ta manière, moi je le fais à ma manière et on regarde lequel a le plus d'interaction. Ouais. On peut, si on a envie, incentiver les équipes, mais on n'est pas obligé. En tout cas, incentiver de manière symbolique avec un petit jeu. Bon, c'est des vieilles méthodes de management, mais ça peut vraiment créer du jeu entre collègues si c'est sain, évidemment. Ça peut être assez sympa. Et il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir, le plaisir tout simplement d'avoir des interactions, de voir sa communauté qui augmente un peu avec le temps. Mm. Ça a aussi un moteur. La notion de plaisir, elle est super importante quand on va sur LinkedIn. Il faut prendre du plaisir à le faire. Sinon, les gens vraiment vont pas prendre du plaisir en lisant vos posts. C'est vraiment bête et méchant. Et si vous ne prenez plus de plaisir, faites une pause. C'est important. Non, mais c'est important. Et tu as parlé de directeurs commerciaux, Baptiste. S'il y a des directeurs commerciaux qui sont là, qui sont présents avec nous aujourd'hui, c'est à vous de montrer l'exemple. Vous ne dites pas, va sur LinkedIn. Vous le faites et votre équipe va suivre. Ça, c'est extrêmement important. Le message est passé. Important. Ensuite, on parlait d'équipe, on en revient. La coordination dans le social selling. Alors, social selling, c'est le vendre dans les réseaux sociaux, donc par la création de contenu et par la prospection. Ça passe par, je reviens dessus, définir des personas cibles et des messages clés communs. Alors, un persona cible, on en revient, c'est vos personas, vos ICP, le client idéal que vous ciblez, parce que les gens veulent être ciblés et qu'on arrête de leur envoyer des messages non ciblés. Les messages clés communs, ça peut être la proposition de valeur unique de l'entreprise, ça peut être des tournures de phrases qui liées à... Alors, pas publicité, parce que quand on va prospecter, on ne va pas mettre des messages publicitaires, mais ça va être des expressions clés à mettre en avant pour pouvoir être coordonnées. Tout à l'heure, tu parlais de partager, travailler en équipe, faire de la gamification, Baptiste, mais on peut aussi effectivement partager les bonnes pratiques. Quand on est quatre à créer du contenu et qu'on voit qu'il y en a un qui fonctionne mieux, il faut analyser pourquoi ça fonctionne mieux. Peut-être que c'est lié à l'écriture, peut-être que c'est lié au rythme qu'il a mis, peut-être que c'est lié au visuel, et dans ce cas-là, peut-être reproduire ça dans le style ou dans la façon de faire pour pouvoir gagner en efficacité. Ensuite, Camille tout à l'heure a parlé de mise en avant de documentation, d'articles liés au secteur qui peuvent être fournis par le marketing. Donc, ce sont les documents clés. Et ça, moi, je vous conseille d'avoir des solutions
de Sales Enablement. Le Sales Enablement, c'est quoi? C'est, on va dire, la simplification du travail commercial avec des documents qui vont lui permettre de faire son travail correctement. Et du coup, ça peut être un drive, ça peut être sur HubSpot, je sais qu'ils ont une base de connaissances. Sur Marcaï, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une base de connaissances commune. Enfin voilà, l'idée, c'est de pouvoir centraliser la connaissance pour que chaque personne qui prenne la parole sur LinkedIn et chaque commercial puisse le faire avec du contenu intéressant pour les cibles. Et enfin, attention à la segmentation des cibles pour éviter les doublons. Eh ouais, quand on est 4 ou 5 commerciaux, si vous êtes directeur commercial, vous n'allez pas donner les mêmes cibles à tout le monde. Sinon, il va se sentir acculé, le prospect, il va pas, ça va être horrible pour lui, ça aura l'effet inverse. Trouver une segmentation soit géographique, soit taille d'entreprise, soit par poste. D'accord? Moi, quand je travaillais avec ma collègue Camille, elle avait une audience liée aux opérationnels métiers. C'est elle qui était en fait la porte-parole, qui portait notre message sur les opérationnels. Et moi, je ciblais les décideurs, les CMO, les CEO. Ça permettait effectivement qu'on ne s'adresse pas à la même personne. Alors, on avait des contacts similaires parfois, mais de manière générale, c'était plutôt comme ça qu'on s'était dispatché le travail. Donc, attention à ça, ça aura l'effet inverse. Ensuite, au niveau macro, alors là, Camille et Baptiste vont aussi beaucoup plus intervenir avec moi parce qu'ils sont des experts marketing. Et en fait, là, on va prendre encore plus de hauteur. On va prendre de la hauteur. On n'est plus dans de la petite action commerciale simple à réaliser. On n'est plus dans un travail d'équipe commerciale. On est sur de la stratégie globale d'entreprise et de marque. Donc, stratégie de content marketing B2B. Là, j'ai mis le mot funnel, création de contenu adapté à chaque étape du funnel. Alors, est-ce que tu veux rappeler ce que c'est qu'un funnel marketing, Baptiste ou Camille? Oui, bah, c'est tout simplement prendre en compte l'idée que votre audience n'est pas forcément au même niveau d'avancement dans sa réflexion et dans son cycle décisionnel, qu'elle soit en découverte, qu'elle soit en considération, qu'elle soit au moment de la conversion, voire à l'étape 4 qui est la fidélisation si elle est déjà cliente et que vous voulez la garder. Exactement. Donc ça, c'est important. On ne pousse pas le même contenu. C'est pas la même chose. Il n'est pas sensibilisé pareil. Et pour créer ce contenu, eh ben, c'est là où les commerciaux sont extrêmement importants. Parce que nous, les bizdev, on est sur le terrain, on a le contact direct, on a les feedbacks directs des clients, soit des clients, soit des prospects, et effectivement sur leurs problématiques, sur leurs sujets, sur leur wording, je dirais même là, donc les mots, les expressions utilisées, tout ça, il faut le faire remonter au market pour qu'ils puissent créer des contenus qui utilisent les mots, qui s'adressent aux bonnes personnes et qui vont cibler les bons problèmes. Extrêmement important d'avoir ce lien. Donc en fait, ça, c'est quoi? C'est l'alignement du commerce et du marketing. On en revient aux enjeux du début. Ça va être vraiment avoir ce travail de feedback permanent. C'est pas du feedback une fois tous les 3 mois, hein, c'est permanent. Et du feedback aussi sur les résultats qu'on obtient. Et donc, du coup, on peut mettre en place un calendrier éditorial partagé au sein de l'entreprise. Alors, ça veut dire quoi, concrètement, dans les faits? Ça veut dire que, par exemple, votre équipe marketing, elle a décidé sur ce trimestre d'adresser une problématique en particulier que vous résolvez avec votre service ou avec votre produit. Un en particulier. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Voire deux. Et bien, en fait, il faut être un relais. Il faut être un relais et ce calendrier éditorial, il va servir à ça. Il va dire, OK, on va organiser la prise de parole de tout le monde sur tel sujet. Donc des leaders, mais aussi des équipes. Et ça va permettre d'organiser et coordonner ce travail-là et d'être le bon relais au bon moment. Par rapport à ça, Camille, toi, ton expérience, qu'est-ce que tu as pu faire? Un maximum d'informations à partager avec les commerciaux, parce que forcément, je prends l'exemple quand j'ai été en agence, les commerciaux qui travaillaient avec moi, pour le coup, enfin, même dans toutes les entreprises, ont vraiment les réactions du terrain, comme tu disais. Les termes employés par les prospects, comment on peut les faire avancer justement dans le funnel, comme tu en parlais tout à l'heure. Il y a des choses où peut-être le marketing va être un peu plus déconnecté, je pense. Et c'est là où le commerce peut aider, peut vachement aider. Et du coup, ça fait de la création de contenu qui se fait en co-création, en fait. Donc, c'est vraiment mélanger et s'entraider pour ne faire qu'un. Ensuite, toujours au niveau macro, on peut avoir du
programme de partenariat stratégique. Alors ça, c'est un hack qui est génial. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir identifier des entreprises complémentaires à la vôtre. Donc pas des concurrents, mais complémentaires, qui viennent sur les industries que vous ciblez et sur les problématiques que vous résolvez, apporter une solution complémentaire. Donc déjà, va y avoir un travail de veille qui va être fait. Alors, généralement, ça peut être le marketing, ou alors ça peut être des commerciaux qui s'y mettent aussi. Moi, c'est ce que je faisais chez Marquis, c'est moi qui me chargeais de ça. Et du coup, à partir de là, on va prendre le contact, parce que là, on est dans un travail de prise de contact, donc ça, on a l'habitude de le faire en tant que commercial. Bonjour, bonjour Baptiste, par exemple. Je vois que toi, chez Trigger, tu résous tel problème, et nous, on apporte telle solution à ce problème-là, c'est complémentaire. Est-ce que ça te dirait qu'on en parle, voir ce qu'on peut faire ensemble? C'est très simple, c'est efficace. Et l'avantage, ça va avoir un avantage indéniable, c'est que vous allez apporter votre audience, vos prospects et lui aussi. Et donc, en fait, vous allez avoir un pool commun de prospects qui sera plus gros que le vôtre uniquement et vous allez pouvoir adresser plus de personnes en même temps sur une problématique qu'ils ont tous en commun et que vous résolvez tous les deux. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par des campagnes de promo, de webinaires. Ça peut être un e-book commun, ça peut être une newsletter commune, ça peut être pas mal de choses. Ça peut même être un stand commun sur un salon. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire pour pouvoir travailler en co-marketing. Et l'idée, c'est vraiment d'agrandir son pool de prospects et derrière de pouvoir travailler en commun sur une problématique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Nous, chez Marc, c'était quelque chose qu'on privilégiait énormément. On a travaillé avec HubSpot, on a travaillé avec Pledzi, qui est un outil de marketing automation. On a travaillé, j'en ai d'autres en tête, enfin j'en ai plus en tête justement, mais bref, on faisait ça. Et c'était un par trimestre au minimum. Et on changeait de partenaire tous les trimestres. L'idée, c'était parce que vu que par trimestre, on adressait une problématique, on changeait de partenaire en fonction de cette problématique. Vous avez, Ouais, super cohérent, c'est clair, c'est clair. Ouais. vous avez déjà fait ça de votre côté, Camille? Partenariat stratégique, c'est en pleine réflexion chez nous du côté de Synapse, mais sinon dans mes précédentes expériences, on a déjà été amené à créer des contenus avec des clients, par exemple, pour travailler des use cases. Ouais, super, ça c'est parfait Voilà. aussi, c'est très bien. On peut faire des partenariats avec des agences aussi euh, sur, euh, sur des problématiques communes. Parce que nous, bah voilà, nous, surtout que vous êtes complémentaires. Un SaaS et une agence, ça peut être complémentaire sur une problématique. Donc voilà, il y a des associations possibles. Il faut chercher, il faut être original et il faut surtout être actif dans la veille. Ça, c'est important. Et d'être en permanence actif sur ces sujets pour pouvoir contacter les bonnes personnes. Et donc, c'est une façon de développer son business sur LinkedIn. Ensuite, il y a l'ABM. Alors l'ABM, je vais laisser un peu plus Baptiste et Camille en parler, parce qu'effectivement, c'est un gros sujet en marketing, mais c'est un sujet aussi en sales, où nous, on est les personnes de terrain, où on va être le relais. Est-ce que tu veux commencer, Baptiste? Ouais, avec plaisir. Bah, le principe de l'ABM, en fait, c'est de faire une sorte d'intermédiaire entre une tactique sales ultra ciblée sur une base de compte stratégique et de l'animation des réseaux sociaux. Et en fait, on mélange les deux, on prend les atouts des deux tactiques et le résultat, c'est l'ABM. Sur LinkedIn, ça veut dire qu'en fait, on va identifier une liste d'entreprises qui peut aller je sais pas, de 20 à 100. Après, il y a des avis qui divergent, mais en général, on est sur une liste quand même resserrée d'entreprises du marché qu'on souhaite aller toucher. On va identifier différentes manières de rentrer en contact avec elles. On va évidemment identifier les différents postes et les différentes personnes qu'on souhaite toucher dans ces entreprises. Et ensuite, on va aller activer 3 leviers. Du poste générique, mais qui s'adresse à des problématiques rencontrées par ces entreprises, pourquoi pas en les faisant parler, en faisant des cases, etc. De la publicité ciblée, de la prospection automatisée, ça peut être du DM ou ça peut être du manuel si on décide d'écrire à des personnes parce qu'on les a déjà rencontrées sur des salons. Donc, c'est vraiment les trois. Les contenus que vous allez partager sur votre profil, les DM, les messages privés que vous allez pouvoir envoyer à ces personnes de manière automatisée ou manuelle selon les cas, et la publicité ciblée parce qu'il y a des super outils du type HubSpot qui permettent d'aller plugger, d'aller connecter votre CRM et la plateforme LinkedIn Ads, par exemple. Mais ça marche aussi pour d'autres plateformes et d'aller envoyer une pub à
une liste d'entreprises spécifique et d'envoyer cette pub-là que à cette liste. Alors, effectivement, opérationnellement, comment ça peut se dérouler? Je vous reprends mon exemple de moi tout à l'heure avec ma collègue Camille, qui, elle, visait les opérationnels et moi, plutôt les décideurs. C'était déjà de l'ABM en soi. De l'ABM en soi parce que on avait bien découpé en fait les personas et on ciblait des industries. Nous, on ciblait la tech et l'IT, très précisément. Et nos bassins d'audience étaient essentiellement composés de cela. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en relais sur du LinkedIn Ads, par exemple, on peut donc tout segmenter dans LinkedIn Ads et on va pouvoir pousser un message particulier aux opérationnels parce qu'on va leur résoudre une problématique opérationnelle avec notre outil et pousser un autre message beaucoup plus macro aux décideurs. Et ça peut être justement, comme disait Baptiste, sur un pool de 20 à 100 entreprises qui ont des similitudes, et on va pouvoir pousser le bon message à la bonne personne. Ça peut être aussi, vous avez vu, on a parlé moi j'ai écrit one to many, one to few, one to one, donc en fait c'est du plus gros au plus petit. Le one to one, c'est quoi? On va pas du tout faire d'automatisation, on va faire que de la mano, et on va aller cibler, tiens, moi par exemple, je veux cibler les agences marketing, je vais prospecter Baptiste, qui est le fondateur de Trigger, et je vais lui dire, Baptiste, bonjour, j'ai... soit je le connais déjà, ou alors je ne le connais pas, et dans ce cas-là, je vais être très honnête direct. Avec mon outil, on a pu aider les agences marketing spécialisées en ads à faire plus 40% de chiffre d'affaires, et nous avons travaillé avec machin, machin, machin. Est-ce que vous voulez en parler? Et là, en fait, ça va être un message extrêmement personnalisé pour Baptiste. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler main dans la main avec le marketing, on est encore dans de l'alignement, sur des messages, des contenus personnalisés par étape de funnel et par persona. On n'est pas dans la désorganisation totale. Sur l'étape d'après, ce sont les KPI. Les KPI à suivre. Alors, faire travailler sur LinkedIn, c'est bien, prospecter sur LinkedIn, c'est top, mais au final, comment je sais si je bosse bien et comment je sais que c'est pertinent et qu'il y a un retour sur investissement. Donc effectivement, taux d'engagement sur les posts LinkedIn. Les likes, les commentaires, le partage. Avoir une évolution dans le temps, c'est toujours intéressant. Si vous voyez que votre réseau s'agrandit, mais vos taux d'engagement n'agrandit pas, c'est peut-être que vous avez mal fait votre ciblage au niveau de votre réseau. Donc n'acceptez pas tout le monde aussi dans votre réseau quand vous avez des demandes entrantes. Nombre de nouvelles connexions qualifiées par semaine. Soit que vous avez prospecté, soit qui sont venus vers vous suite à la connexion, au contenu que vous avez créé. Taux de réponse au message de prospection, ça c'est évident. Est-ce que le message de prospection que j'ai envoyé, il est pertinent? Est-ce que les personnes avec qui j'ai envie d'échanger, avec qui que je suis en capacité d'aider, est-ce qu'elles répondent à ces messages-là? Si elles ne répondent pas, c'est que le message il n'est pas bon. Le nombre de rendez-vous générés via LinkedIn. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à traquer parce que c'est assez dark en fait. Et donc, du coup, moi, pour savoir si notre stratégie LinkedIn a fonctionné, je posais la question à chacun de mes rendez-vous. Parce que, alors, ceux que j'ai pris en prospection téléphonique ou prospection de mail, je n'ai pas besoin de poser la question. Mais parfois, dans les demandes entrantes, parce que via le formulaire qui est sur le site ou quoi que ce soit, on ne sait pas d'où ça vient forcément. Et parfois, même quand vous mettez le champ sur d'où vous venez ou vous avez entendu parler de nous, les gens n'y répondent pas forcément. Donc, il faut leur poser la question, comment vous nous avez connus? Et ben moi, je me suis aperçu qu'au bout de 2 ans de travail sur LinkedIn, ça payait parce qu'on avait entre 20 et 30% de nos leads entrants qui venaient de LinkedIn à la fin. C'était extrêmement important et ça prenait le pas sur tout le reste. Donc, posez la question, n'ayez pas peur de ça. C'est extrêmement important d'ailleurs aussi pour le marketing, pour pouvoir traquer tout ça et ajuster leur strat. Évidemment, le taux de conversion des leads LinkedIn en opportunité. Alors ça, l'opportunité, c'est un gros sujet. Est-ce qu'on parle un peu des MQL, Camille, et des opportunités, de la différence entre les deux? Ah bah c'est sûr que on parlait du funnel tout à l'heure, la personne qu'on a en face de nous, elle est
déjà pas à la même étape. Il faut savoir lui parler en fonction de l'étape dans laquelle elle se trouve. Et puis c'est surtout qu'au début, c'est un simple inconnu. Donc c'est pareil sur notre site internet. Mais là, sur LinkedIn, on l'a pas identifié. Ensuite, on va l'identifier. Et puis après, on va pouvoir le caractériser de Marketing Qualified Lead de MQL avant qu'il se transforme en SQL vers le sales du coup et vers les équipes sales, les équipes commerciales. Mais dans l'idée, le MQL, c'est le contact qu'on arrive à transformer justement parce qu'il est intéressé par nos contenus qu'on a pu lui partager et des échanges qu'on a pu avoir avec lui. Dans un monde digital, Camille, je suis désolé, je me permets de vous Oui, interrompre. On a un tout petit peu débordé sur le timing. Je pense qu'il faudrait qu'on mette un petit coup d'accélérateur si on veut profiter d'avoir un peu d'interaction avec les complètement. participants pour échanger rapidement. Voilà. j'avais pas vu l'heure, autant pour moi. Donc oui, effectivement, dans un monde idéal, on n'aurait que des opportunités, sauf que ce n'est pas le cas. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, nourrir, approvisionner, permettre au prospect de faire sa réflexion. Et enfin, le dernier KPI, c'est les ROI des campagnes LinkedIn Ads. Récap, personnalisation, authenticité, originalité. Positionnez-vous en tant qu'expert et créez de la valeur, apportez des choses qui intéressent vos prospects, résolvez leurs problèmes, ne cherchez pas à vendre. Travaillez main dans la main avec votre équipe marketing si vous en avez une. Utilisation stratégique des outils LinkedIn et l'automatisation. Voilà, quand c'est pertinent, utilisez de la prospection automatique. Si ce n'est pas pertinent, vous ne l'utilisez pas parce qu'en fait, les dégâts seront pires que si vous n'avez rien fait. Et mesurez en continu vos résultats parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir si on travaille bien ou pas. Top. Ensuite, dans les cadeaux, je vous ai mis un petit écosystème de contenu rapide. Comment ça peut fonctionner? Rayonnement de la marque est centré sur le client. Alors, Employee Advocacy, on va partager la culture et les valeurs de l'entreprise. On va pouvoir créer des posts qui sont axés sur les défis et les aspirations des clients qu'on a déjà rencontrés. En LinkedIn Ads, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des campagnes. Alors, la brand awareness, c'est faire connaître la marque en la mettant en avant avec une proposition de valeur unique ou une vision de la marque. Et le co-branding, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le co-marketing, créer des campagnes de partenariat sur une vision commune avec une entreprise qui est proche en termes de vision. Et du coup, voilà, avec le combo que je vous ai présenté tout à l'heure, ça peut être du livre blanc, du webinaire, par exemple. Ensuite, on peut aussi faire, quand on est un petit peu plus bas quand les prospects sont un petit peu plus bas dans leur décision, faire de l'engagement, de la résolution de problèmes. Donc, contenu personnalisé répondant aux enjeux spécifiques des comptes cibles, des études de cas très précises sur qui était notre interlocuteur, quel était son problème, comment on l'a résolu et les résultats qui ont été obtenus grâce à notre intervention. Des témoignages clients en LinkedIn Ads, par exemple, par secteur ou problématique. On peut faire une newsletter. Alors, sur LinkedIn, on a très peu abordé le sujet, mais on peut faire une newsletter sur LinkedIn dans lesquelles on peut partager des retours clients, des témoignages clients. Des webinars avec des résolutions de problématiques précises et des ICP précis. Je fais une petite aparté là-dessus. Nous, au début, chez Marcaï, on avait des webinars très larges. Donc, on avait 200 personnes qui venaient au webinar, zéro opportunité, zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, on faisait que faire connaître la marque. Et au début, on ne comprenait pas pourquoi ça avançait pas en fait au niveau sales. Bah, moi, c'est simple, j'ai fait les retours, j'ai dit il y a zéro opportunité, on a fait zéro vente sur tout ce qu'on a fait pendant 3 mois. On change, on va essayer d'aller beaucoup plus profond dans la résolution d'un seul problème qu'on résout. Et alors oui, on passait de 200 à 40 personnes dans les webinaires pour au final en signer 2. Mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. On avait 2 clients à la fin sur une problématique qu'on avait résolue et qu'on avait ciblée précisément. Donc ça, je vous invite vraiment à ne pas tout le temps faire quelque chose qui est très en hauteur. Mm. Aller centrer un problème précis. Et enfin, la prospection relationnelle, c'est avoir on en revient dessus, en parallèle de l'ABM, du LinkedIn Ads, de la newsletter et du webinar, avoir des échanges authentiques visant à comprendre les besoins complémentaires des prospects. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'après un webinar, on va pas lui dire, bon, machin, tu vas acheter mon truc. Non, c'est OK. Je voulais avoir un petit feedback par rapport au webinar. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce que je peux vous apporter en plus par rapport à ce sujet-là? Et en fait, de fil en aiguille, on va créer la discussion suite aux différents contenus qui auront été créés. Ça, c'est quelque chose d'important. Un lead qui vient d'un webinar n'est pas forcément quelqu'un prêt à acheter. Pareil, après un livre blanc, ils ne sont pas forcément prêts à acheter. Je vous disais tout à l'heure, on est les ambassadeurs de la marque en tant que commercial. On doit les accompagner dans la réflexion. On n'est pas là que pour closer. Donc, est-ce qu'on peut vous aider encore? Oui, qu'est-ce qui vous manque?
bah déjà, c'est important parce que ça, on va pouvoir le remonter au marketing pour créer le contenu. Je vous ai mis également des exemples de messages, de contacts, par secteur, par exemple. Donc là, c'est persona, je me permets une prise de contact rapide pour explorer les possibilités d'entraide entre nos réseaux. Je pense notamment à ceux qui cherchent à proposer des solutions X ou Y. Prenez soin de vous en attendant et n'hésitez pas à me solliciter. Donc vous voyez, là, on n'est pas dans de la prospection pure et dure, on est vraiment dans de la prise de contact classique. J'ai remarqué que nous partageons tous les deux un intérêt. Je vous contacte parce que j'aimerais en savoir plus sur votre expérience. Des choses très relations humaines. Et ça, c'est important. Tout ça, vous aurez accès après, on vous le partagera. Euh, un autre type de connexion, on peut, quand on a fait une école, par exemple, avoir un réseau assez large. Et là, on peut dire très bien, bah, bonjour, prénom, j'ai remarqué que nous connaissons tous les deux le nom de la connexion mutuelle et je pensais qu'il serait bon de nous connecter et d'élargir nos réseaux. Et donc là, vous avez plusieurs exemples de types de connexions comme ça quand vous avez une personne en commun. Mais ça peut être aussi un partenaire suite à un co-marketing. Bonjour, vous connaissez bah, Camille, avec qui on a fait le webinaire sur LinkedIn. J'aimerais me connecter avec vous, discuter un petit peu plus des sujets que nous avons abordés. Voilà, par exemple. Enfin, si vous voulez vraiment être direct et convertir les 5% qui sont prêts à acheter, bah voilà, vous pouvez dire directement bonjour, j'ai voulu partager un intérêt pour et j'ai voulu entrer en contact avec vous. Bam, c'est direct. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre expérience dans l'industrie. Notre produit a très bien fonctionné avec tel client et j'aimerais vous montrer les résultats. Bonjour machin, j'ai remarqué que vous étiez à la recherche de tel produit, parce que peut-être qu'il en a parlé sur LinkedIn ou peut-être que vous avez entendu dire que notre entreprise propose une excellente solution pour cela, est-ce que vous voulez l'essayer, voir par vous-même? Voilà. Là, vous êtes direct, vous êtes honnête, vaut mieux ça que de partir à droite, à gauche pour faire semblant de ne pas prospecter. D'accord? C'est extrêmement important d'être honnête et authentique. Les questions-réponses, on a un peu débordé, mais j'espère qu'on va avoir le temps de les aborder. Ouais, merci beaucoup Thibaut, c'était riche. Merci Thibaut. On a débordé aussi parce que Camille et moi, tu nous as fait beaucoup participer. On a été bavards. Du coup, ouais, c'est un moment précieux. C'est comme ça qu'on conçoit ces factories. C'est vraiment de pouvoir interagir. On est en visio, on n'est pas autour d'une table, mais ce serait vraiment agréable d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à activer la caméra et le micro, parce qu'on peut aussi tout à fait discuter. Tout le monde peut le faire. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Thibaut? On en a une dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole directement en micro ou est-ce que je lis la question. Je ne veux pas non plus forcer, mais je vais la lire parce qu'elle est juste sous mes yeux. D'après votre expérience, quelle est la fréquence minimale de publication par mois recommandée sur LinkedIn pour une page d'entreprise B2B? Page entreprise B2B, ça n'a pas d'intérêt de créer du contenu dessus parce que l'algorithme n'aime pas ça et que les gens ne les lisent pas. Alors oui, ça va faire bien, mais en fait, moi, je vous conseillerais 1 à 2 maximum par mois. Montrer que vous existez, mais le but, c'est pas d'engager. Je suis d'accord. C'est une vitrine. C'est une vitrine. Il faut que ce soit clean. Le seul intérêt d'une page d'entreprise B2B LinkedIn, c'est que quand les gens vont dessus, ils voient que ce n'est pas un contenu qui date d'il y a 12 mois. Et donc, ça donne un peu l'impression d'une boîte qui est active. Mais en fait, ce n'est pas là où vous allez faire votre audience. C'est sur les profils personnels. Merci beaucoup. Et du coup, pour rebondir sur cette réponse, dans ce cas-là, vaut mieux publier en perso et republier derrière via le LinkedIn de la boîte ou alors juste publier en perso en citant la boîte? Alors, Ouais. ça va dépendre où est-ce que tu vas te situer par rapport au niveau micro, intermédiaire et macro. Est-ce que tu travailles seul? Est-ce que tu travailles en équipe ou pas? Vaut mieux toujours poster sur ton compte principal à toi. Tu vas passer pour un expert, ça va rassurer tes prospects et ils vont se dire, ah ouais, ce gars-là, Julien, ah ouais, il connaît son truc et je pense que c'est avec lui que je vais acheter parce que l'autre à côté, il m'a l'air un peu fébrile. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, tu peux, je vous disais tout à l'heure, sur une thématique ou un problème que vous résolvez dans l'entreprise, le marketing peut très bien créer un post sur la page entreprise et toi, tu ne vas pas le partager. Tu vas recréer une publication sur la même problématique. L'idée, c'est d'être un porte-voix de ta marque. Tu es un ambassadeur de ton entreprise, mais toujours sur ton profil perso. Et pour ça, parce qu'on parlait de rythme aussi au niveau de création de contenu sur les pages entreprises, mais ce qui est important, c'est aussi le rythme sur les pages personnelles.
Moi, je vous conseille, si vous pouvez, et si ça vous embête pas trop, que vous avez le temps, 2 à 3 fois par semaine. Il faut montrer qu'on est présent, il faut montrer qu'on engage auprès des autres, il faut que un réseau, ça se travaille. Ok, merci. Je pense que ça répond aussi en partie à la question de Nordine dans le chat sur l'opportunité de republier des posts. Voilà, c'est vraiment à vous de publier. Le repost, le republiage ou le partage est très, très peu valorisé par l'algo. Faites le test, vous verrez, vous allez avoir très peu d'audience. Alors que si vous décidez vous-même de faire un post sur le même sujet avec vos mots, avec les emojis, si vous avez envie d'en mettre, peu importe votre façon de rédiger, l'audience sera vraiment meilleure. Et j'insiste, hein, euh, si vous n'êtes pas doué en tant que copywriter ou que vous ne voulez pas le faire, vous n'aimez pas ça, mais que vous savez que c'est important pour vous d'être présent, utilisez un outil. Ils sont là pour ça. N'ayez pas honte de ça. On n'est pas tous Victor Hugo, quoi. Est-ce C'est vrai qu'il que y a c'est bien plus d'autres... simple de retravailler un peu son texte qu'on a généré avec de l'IA ou avec les outils dont tu as parlé tout à l'heure, Thibaut, que de partir d'une feuille blanche. Ça donne un vrai squelette, enfin ça donne un texte complet, mais ça peut servir uniquement de squelette et ensuite vous venez rajouter votre petite touche. Et moi, c'est ce que j'ai tendance à dire aussi aux commerciaux qui travaillent avec moi chez Synapse, mettez votre empreinte, quoi. Ouais, Ne il faut que ça faites se sente. pas. Voilà, exactement. Et je travaille avec une commerciale qui, pour le coup, est assez, n'a pas de problème d'écriture. Au contraire, elle peut, elle, être amenée à se sentir peut-être trop libre dans ses écrits. Et je lui dis, à partir du moment où tu gardes, en fait, cette dimension professionnelle, parce on est sur LinkedIn, amuse-toi, en fait. C'est ce que je lui dis. Dans tous les cas, LinkedIn, il faut que ce soit aussi un réseau où on s'amuse. Comme tu disais tout à l'heure, si on ne prend pas de plaisir, ça se voit et c'est forcé. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne rien faire, limite. Ah oui, non, mais clairement, il vaut mieux faire des coms dans ce cas-là. Mais là, on parle d'outils, mais ça peut être aussi une formation. Il y a des personnes dont c'est le métier qui forment au copywriting, qui forment des équipes, des entreprises pour vous permettre de prendre la main. Et effectivement, quand vous savez écrire, vous connaissez les tips d'écriture, ça aide beaucoup. Mais après, c'est comme tout, hein, c'est en faisant c'est en faisant du vélo qu'on sait en faire, quoi. Enfin, je ne sais plus comment créer l'expression, mais c'est pareil. Plus vous écrirez, mieux vous saurez écrire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement, quoi. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a... d'autres personnes qui Ouais, souhaitent intervenir? vous Il y a des pouvez prendre sujets la qu'on parole n'a pas abordés, que vous directement. voulez un petit peu creuser. Non? Bon, moi, j'ai une petite question du coup, question qui revient très souvent. Les gens qui te disent, OK, c'est super, mais j'ai pas le temps. C'est quoi le temps minimum à donner dans ta semaine entre les posts, entre les éventuels commentaires que tu vas laisser? À partir de combien de minutes par semaine, c'est déjà intéressant de le faire? Hmm. Alors, par semaine, je ne sais pas. Je vais plutôt le faire par jour. Parce que moi, je postais un petit peu tous les jours, enfin 3, 4 fois par jour, enfin par semaine, donc c'est presque tous les jours. J'y passais entre la création, les commentaires et un peu entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. C'est du temps, mais c'est pas du temps pour rien. Et ça, c'est pour ça que je disais, sortez de la perspective court-termiste. Pensez long terme, pensez networking, pensez mise en avant de l'entreprise, de la marque. Et du coup, créer un poste à la main, il y en a, ils font ça en 5 minutes, il y en a, ils font ça en 1 heure, il y en a, ils font ça en 2 heures. Moi, avec mon outil, je mettais 2 minutes. Parce qu'il était connecté à ma façon de parler, on l'avait entraîné sur ma façon de parler, il était entraîné sur mon savoir, il était entraîné sur plein de choses, et du coup, il écrivait comme moi. Je lui donnais le sujet, je lui donnais la problématique, je lui donnais le résultat, il me rédigeait tout, ça me prenait 2 minutes. Je faisais un ajustement quand j'étais pas content d'un truc ou quoi, et après je postais. L'algo, il aime quoi? Il aime aussi que avant de poster, on ait un petit peu été sur la plateforme. C'est pas on y va, on poste son truc, on se barre. C'est on interagit un petit peu, on chauffe l'algo, ouais, on chauffe, hein, clairement, on lui poste et on rechauffe un peu derrière. On attend de voir un petit peu s'il y a de l'engagement sur notre poste, on réagit et après, on peut se dire on y revient 1 fois ou 2 fois dans la journée à une heure précise pour pas que ce soit un petit peu permanent et que ça nous prenne trop de temps. Moi, je voulais juste compléter en disant que c'est un réseau social, c'est des gens, c'est des vrais gens. Il y a des interactions fortes entre le monde physique et le monde numérique. Quand vous rencontrez des gens à une conf, quand vous participez à un webinaire comme on est en train de le faire, quand vous rencontrez des gens à un salon, vous faites le tri, évidemment.
mais allez ajouter les gens qui vous ont paru intéressants après. Faites-le rapidement parce que comme ça, ils se rappellent de vous. Interagissez avec eux et derrière, même si vous ne les revoyez pas pendant 6 mois, ils vont liker vos posts. En fait, c'est une règle d'or. Les gens qui likent vos posts, c'est des gens en général qu'on a déjà rencontrés une fois physiquement et avec qui il y a eu un bon feeling. Ouais. Vraiment, la majeure partie des gens qui vont liker vos posts, il y a déjà eu des interactions ailleurs que sur LinkedIn. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment pas isoler les deux. Et il faut avoir ce petit réflexe. Et là, pour le coup, ça prend vraiment 30 minutes. On a fait un webinaire, un salon, etc. On va ajouter les bonnes personnes, un petit coucou. Et derrière, c'est payant dans la durée. Je vous montre un petit tips qui existe sur l'application LinkedIn quand on est en salon. Vous voyez mon écran ou pas? Oui et non. Non? En, Un peu en des deux. gros, pour l'application LinkedIn, dans l'onglet tout en haut, chercher, vous cliquez dessus. Et là, au bout de la ligne, il y a un signe de QR code. Vous allez dessus et en fait, ça vous crée ça. Je sais pas, est-ce qu'on le voit ou pas? Ouais, on le voit un On peu. Ouais. voit. Ça, Et ça ben, en coupe fait, un peu, mais on voit. c'est votre interlocuteur va vous scanner et il va directement tomber sur votre profil et il va pouvoir vous ajouter en un clic. Extrêmement rapide, extrêmement pertinent. Ou alors on peut le partager également via un WhatsApp. Voilà, pareil, voilà. Hop, exactement. En salon, c'est parfait ça, c'est top. Et derrière, effectivement, un petit message tout de suite après la connexion. Bonjour, ravi d'avoir fait votre connaissance sur le salon. J'ai adoré parler de ce sujet-là. On se fait un moment quand vous voulez pour en reparler. Bim. Et on est engagé direct à chaud. Top. Allez, on a le temps pour prendre une dernière question ou remarque ou partage d'expérience. D'ailleurs, ce n'est pas forcément des questions. Mm. Peut-être que vous avez envie de nous raconter des choses que vous avez testées. Non. Non, rien de spécial? Non. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir clore du coup cette factory. Encore beaucoup, merci beaucoup Thibaut pour ton intervention. Merci Baptiste, merci Camille. Voilà, comme d'habitude, la petite routine. Je vous enverrai un mail avec un petit Google Form de satisfaction. Ça vous prend 2 minutes, s'il vous plaît, super important, pour des retours pour Thibaut et pour nos prochains sujets de factory. Je vous l'envoie maintenant, à l'instant T. Hop là, c'est dans vos boîtes mail. S'il vous plaît, prenez 2 minutes, c'est super important. Et voilà, je laisse le mot de fin à Camille, Baptiste et Thibaut. On a les DM qui sont ouverts sur LinkedIn. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Ouais, c'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire depuis une heure et demie. C'est ça. Oui, exactement. Mettre en pratique et puis garder en tête que LinkedIn, c'est des relations authentiques qui doivent se créer. C'est être honnête, être clair dans sa demande et toujours garder cette approche humaine parce que derrière, que ce soit des ordinateurs ou son petit téléphone, il y a des êtres humains. Donc voilà, créer des relations sur LinkedIn, il n'y a rien de mieux. Et vos feedbacks, voir si ça a marché aussi. Hein. Et je comprends. Hein. Et juste pour conclure, par rapport à la prochaine factory, qui portera sur un autre sujet, on est preneur de vos questions, de vos attentes. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir traités en priorité, c'est vraiment le moment, alors pas maintenant là, dans le chat, hein, mais écrivez-nous à Quentin, Camille et moi, parce qu'en fait, c'est aussi maintenant là qu'on y réfléchit et qu'on va monter le prochain webinaire, enfin, qui sera d'ailleurs peut-être en physique, on n'a pas décidé, mais en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à nous soumettre vos sujets. C'est quoi les problèmes en ce moment que vous rencontrez dans votre boîte? Sur les sales, sur le marketing et, si possible, sur un sujet qui corrèle un peu les deux. N'hésitez pas, on est vraiment preneur de vos demandes. C'est vraiment tout type, toute problématique de BizDev, hein. Ça peut être comment préparer un salon, comment répondre à un appel d'offres, voilà, sur un peu plus vente, un peu moins marketing, par exemple. Mais voilà, c'est des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, de m'appeler directement ou le chargé de relations adhérents qui vous est attitré du côté de Montpellier.